Bonsoir. Permettez en tout cas que nous revenions pour la énième fois sur une question qui engage pratiquement l'ensemble des États africains. Nous parlons depuis quelques années déjà de l'émergence, pour certains pays, émergence des États, émergence des économies, émergence pour beaucoup d'entre eux ont pris l'horizon 2020, l'horizon 2025, le Congo, émergence à l'horizon 2025, le Bénin, horizon 2025, le Cameroun, horizon 2030, le Gabon, horizon 2025. D'autres pays ont choisi l'horizon 2035 et puis dans tout cela, nous allons donc ce soir parler tout court de l'émergence en question avec S à la fin. Nous allons donc parler de l'émergence en quelques questions pour être plus précis. Pourquoi revenir sur l'émergence? Mais évidemment, parce que nous voulons vous faire comprendre évidemment les avancées et puis peut-être le recul d'une stratégie qui fait pratiquement l'unanimité africaine. Je me fais une fois de plus l'honneur de recevoir ce soir le Dr Kins, celui que je vous présentais il y a quelques années comme étant le consultant direct de cette émission avec lequel nous abordons souvent ces questions d'émergence, ces questions donc de changement de mentalité, d'un certain nombre d'antivaleurs qui entravent évidemment le fonctionnement ou la marche des choses. Émergence en question, mais docteur, vous voici encore ce soir avec moi, mais j'ai l'impression que vous avez disparu de la circulation. Y a-t-il eu problème à ce niveau? Bon, en fait, il n'y a pas eu problème. Enfin, d'abord, merci pour la énième invitation. Pour la énième invitation. Il n'y a pas eu disparition, c'est simplement que nous avons beaucoup voyagé, et notamment j'ai passé beaucoup de temps au Rwanda. J'ai fait pratiquement six voyages. Je m'apprête même y aller encore au mois d'avril pour le 7e voyage. Et ça m'a permis de beaucoup réfléchir et de revoir un ensemble de questions. Parce que ce qui m'a frappé dans ce pays, c'est que... D'abord, qu'est-ce qui vous fait courir? Parce que au-delà du Rwanda, vous êtes souvent en RCA, vous êtes au Ghana, vous êtes un peu dans un certain nombre. Qu'est-ce qui vous fait courir finalement? Alors, je voudrais... En fait, quand je fais ce voyage, c'est pour tester un ensemble d'hypothèses. Ouais. Et je crois que vous y allez à titre privé? Bon. Ou bien en consultance? Parfois, je suis invité, parfois je vais à titre privé. Voilà. Mais c'est toujours avec l'œil de celui qui voudrait voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir s'inspirer un peu en faire profiter aux autres, oui, qui n'ont pas la chance peut-être de voir ce qui se passe ailleurs. Vous savez, il y a un pays dont on ne parle pas, le Botswana, par exemple. Il y a quelle particularité là? Le Botswana, d'abord depuis 60, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il y a toujours eu alternance sans problème. Les présidents se succèdent sans état d'âme. C'est un modèle. C'est un modèle. D'accord. Mais d'où vient finalement cette notion d'émergence? C'est curieux, c'est que le commun des mortels le comprendra certainement, parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui nous est édicté. Parce que lorsque vous allez dans la presque totalité des pays francophones, la presque totalité d'autres pays, tout le monde est en mode émergence. Je l'ai dit. Gabon, émergence à l'horizon 2030, pardon, 2020-25 également. Cameroun à l'horizon 2030. Bénin à l'horizon 2025. Vous allez en Côte d'Ivoire à l'horizon. Vous avez également Sénégal émergent. Qu'est-ce qui fait finalement? D'où vient cette notion-là? Est-ce qu'elle nous est imposée? Bon, ça dépend de comment vous prenez le problème. Les pays qu'on dit aujourd'hui émergents, bon, auxquels sont ajoutés aussi d'autres, on les appelait nouveaux pays industrialisés, les NPI dans les années 80. Bon, à l'époque, c'était beaucoup plus les pays asiatiques, et c'est des pays qui avaient refusé de suivre les préconisations de la Banque mondiale. Alors, en parlant de préconisation, vous faites allusion à quoi? Des recommandations. Parce on a connu, en dehors des pays émergents, on a connu les pays à revenus intermédiaires, les pays sous-développés, les pays... Tout ça, c'est des notions qui nous sont imposées ou quoi? Bon, disons que ce ne sont pas des notions qui sont imposées.
on essaie de classer les pays. Par exemple, vous avez les pays post-émergents. Oui. Les pays post-émergents, ce sont des pays qui font tout ce que font les pays développés. Mais la différence avec les pays développés, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas pays développés, c'est qu'ils ont des insuffisances en matière de protection sociale, en matière aussi de respect des droits de l'homme. Par exemple, on classe la Russie parmi les pays post-émergents, mais pas parmi les pays développés. Bon, vous prenez aussi le cas du Brésil. Le Brésil fabrique les avions, fabrique les voitures, mais c'est pas un pays développé. Bon, vous avez encore beaucoup de faiblesses au niveau des questions de communauté sociale. Voilà. Vous avez un pays comme l'Inde. Ouais. Bon, on l'appelle pays émergent, mais je dirais plutôt que l'Inde, c'est des poches d'émergence. C'est des poches. Parce que vous avez. Pourquoi poche d'émergence? Mais c'est parce que vous avez aussi une grande pauvreté. En même temps, ils ont voilà. Bon, mais si au moins on peut arriver au stade où 90% du pays est sous la couverture de l'émergence, bon, ça c'est, on pourrait dire que on a effectivement fait de grands efforts. Bon, vous prenez le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, si vous êtes à Johannesburg, à partir de 15 heures, vous pouvez te braquer n'importe quand. Donc, émergence sans sécurité, il y a quand même des problèmes. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faudrait regarder de très près et tout. Bon. Est-ce qu'on peut dire, depuis que ces États se sont engagés dans la dynamique de l'émergence, est-ce que les choses ont avancé? On a l'impression plutôt que ça patine un tout petit peu. On est sorti pratiquement du canevas de départ. Pour certains pays, dans la majorité presque. Bon, mais en fait, aujourd'hui, nous pouvons dire que le fait que certains pays patinent, c'est parce que simplement les dirigeants ont mis de côté les populations. Alors, ça veut dire quoi? Parce que dans la dynamique de l'émergence, il faut associer la population. Bon, comment? Si nous prenons par exemple le cas de l'Occident, nous allons nous rendre compte que tout a commencé au XIe siècle avec la chasse aux sorcières. Ça a duré jusqu'au XVe siècle. Le XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'était la Renaissance. Au XVIIIe siècle, on est passé au siècle de Lumière. Alors, de la chasse aux sorcières au siècle de Lumière, on a modelé le mental des hommes. Notamment, on a installé l'esprit scientifique. Alors, après, nous avons eu, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la révolution bourgeoise, qui a commencé en France, qui a eu lieu en France en 1789. Et ça, c'est les changements sociaux. Parce que la bourgeoisie a succédé, a remplacé les seigneurs féodaux. Alors, quand on regarde les deux régimes, dans le système féodal, vous avez l'esclave. Dans le système capitaliste, vous avez le citoyen. Dans le système féodal, vous avez la concentration de pouvoir entre les mains d'un individu, qui est le seigneur féodal, qui est maître sur son territoire. Mais dans le système capitaliste, vous avez maintenant la séparation du pouvoir. Bon, vous avez aussi dans le système féodal une confusion entre le patrimoine public et le patrimoine privé. Mais en fait, il n'y a pas de patrimoine privé-public. C'est-à-dire, il est concentré entre les mains et il y a les droits de vie ou de mort sur ceux qui vivent sur son territoire. Bon, c'est des sujets pour lui. Ce sont des sujets. Oui. Maintenant, dans le système capitaliste, vous avez une frontière entre le patrimoine privé et le patrimoine public. Ce qui fait que si on retrouve dans le patrimoine privé un élément du patrimoine public, cela s'appelle le bien mal acquis. Puisqu'on ne pourra pas justifier la source. Puisque nous parlons de l'émergence en question, en quelques questions, nous allons nous intéresser sur comment implémenter, comment rendre effective l'émergence, comment aller vers l'émergence. Prenons finalement, quels sont les éléments fondamentaux qui peuvent nous amener à l'émergence? Bon, je pense que, enfin, tout à l'heure, j'ai parlé des changements mentaux. J'ai parlé aussi des changements sociaux. Changements sociaux, il faudrait qu'il y ait une nouvelle classe sociale qui arrive au pouvoir et qui va maintenant appliquer ce programme-là. Parce que si vous avez l'ancienne classe, quand on fait la comparaison toujours là, dans le système féodal, dès qu'il y a un surplus économique, c'est-à-dire dès qu'il y a un excédent, ceux qui sont au pouvoir
consomment ce surplus économique-là. Ou alors, ils le détruisent. Ils le détruisent dans la consommation. Alors que dans le système capitaliste, quand il y a excédent, il est réinvesti. Ouais. Alors, vous voyez donc que les changements sociaux sont importants. Vous ne pouvez pas aller vers l'émergence avec des personnes qui sont en fait dans la logique de l'inertie ou de la régression. Bon, François Pérou, enfin un économiste français, avait dit le développement désigne un ensemble, une combinaison de changements mentaux et sociaux qui rendent une population apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel, global. Alors, dans cette définition, il y a un mot-clé, c'est apte. La population doit être apte. Et quand on dit population, bon, c'est vrai, dans la population, on peut aussi inclure la classe dirigeante. Donc, et le peuple et la classe dirigeante, les deux doivent être aptes à faire bouger les choses, à faire croître durablement le PIB. Bon, ça suppose que, aussi bien au niveau de la classe dirigeante qu'au niveau du peuple, qu'il y ait un logiciel mental collectif qui est tourné vers le progrès et non plus vers la régression. Alors, nous n'avons pas suivi le cheminement de l'Europe, c'est-à-dire chasse aux sorcières, renaissance, etc., mais nous pouvons créer ce que j'appelle un centre d'innovation sociale. De plus en plus, on parle de centre d'innovation technologique, mais on a oublié les innovations sociales. Bon, je prends un exemple. Je suis marié, je suis avec mon épouse, on s'est marié sur le régime bien commun. Bon, je décède et les neveux débarquent, enfin si on est au sud, les neveux débarquent et chassent mon épouse. Ben, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce neveu-là, il a son père. Il n'avait qu'à aller chez son père pour demander sa part de l'héritage. Bon. Vous avez aussi des phénomènes comme les veillées funéraires. Un pays comme le Togo a réglé le problème en disant les veillées se passeront de 18h à 20h. Au-delà, on vous colle une amende. Et parce qu'ils ont compris que, bon, d'abord, ça coûte de l'argent. Oui. Et ensuite aussi, ça n'engage pourtant les individus. En termes de temps, non. Ouais. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par les individus. Il faut que l'État intervienne. Ouais. Bon, en Éthiopie, quand les gens avaient constaté, enfin, quand l'empereur avait été renversé, Mengistu allait Mariam, il arrive, il constate que les fonctionnaires demandent toujours des autorisations pour aller à la morgue, etc., etc. Alors, il a agrandi la capacité d'accueil des morgues et on ne pouvait faire les enterrements que le samedi. Du coup... C'est une cascade d'enterrement. Non. Du coup, ça libérait les gens. Puisque vous ne pouvez pas le même jour aller à l'enterrement de l'oncle ou de cousin de votre voisin. Vous ne pouvez pas aussi aller à l'enterrement de votre propre oncle. Donc il fallait choisir le cadavre qui était prioritaire. Donc ça a permis aux gens de limiter les pertes de temps. Parce qu'en fait, nous allons revenir toujours, disons, à cette question aussi. Qu'est-ce que ceux qui veulent aller vers l'émergence font de leur temps? Qu'est-ce que ceux qui veulent aller vers l'émergence font de leur argent? Ouais. Parce que si vous avez une épargne, vous pouvez maintenant faire des projets. Mais sans épargne, il n'y a pas de projet. Mais quand on dit un pays riche, c'est un pays qui a des entreprises compétitives. Mais pour qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait en amont des projets d'entreprise. Mais s'il n'y en a pas, tout le monde sera maintenant dans la fonction publique ou dans la politique. Or, ça, c'est mauvais. Il faudrait qu'effectivement, on puisse corriger tout ça. Les éléments fondamentaux de l'émergence, si on veut aller à le moteur, il y en a deux. C'est-à-dire que vous avez un leadership politique transformationnel, parce que les anglo-saxons ont ajouté transformationnel pour faire la différence avec les autres types de leadership. Si vous prenez Bokassa, c'était un leader. Oui. Vous prenez Hitler, c'était un leader. Oui. Vous prenez Mao Tse-tung, c'était un leader. Vous prenez De Gaulle, c'était un leader. Mais la différence entre les trois,
c'est que De Gaulle et Mao Tse-tung ont amené leur pays vers le progrès. Alors que les deux autres ont amené leur pays vers la régression ou l'inertie. Donc c'est pour ça qu'on dit leader transformationnel, c'est celui qui amène son pays d'un point A vers un point B, le point B étant un point de progrès. Mais de manière encore plus simple. Un leader, un leader politique transformationnel, c'est celui qui fait des choses impossibles. C'est-à-dire, il rend aujourd'hui possible ce qui était impossible hier. Donc, il fait des choses extraordinaires. S'il faisait des choses ordinaires, on ne le mettrait pas là comme leader. Pour qu'il devienne leader, il faut qu'il fasse des choses extraordinaires. Il faut qu'il fasse des choses impossibles. Est-ce qu'il y a des modèles, il y a des exemples dans le monde? Vous prenez par exemple un homme comme Kagame. Ouais. Kagame se trouvait à l'académie militaire aux USA. Et on l'appelle pour lui dire que Fred Rugema, qui était celui qui avait lancé les hostilités contre Abiyarimana, au deuxième jour de l'insurrection, était mort. Et donc, les troupes étaient démilitarisées. Il fallait trouver un meneur d'ordre. Il fallait trouver un meneur d'ordre. Il est arrivé, il a réorganisé les troupes, il a lancé les offensives. À 15 000 contre 50 000, ils ont gagné contre les troupes de Abiyarimana. Donc, c'est extraordinaire. Bon, maintenant, on arrive à 94. Après le génocide, le pays est par terre. Le voilà encore qui reprend les choses en main en 2002 et qui transforme le Rwanda en ce que nous voyons maintenant là. À savoir que Kigali est la 6e ville la plus pauvre au monde. Kigali, la corruption, Transparency International cite Kigali comme parmi les pays africains où la corruption est pratiquement affectant vers zéro. Vous avez les comptes de performance. Si vous suivez les journaux, mais vous avez lu que dernièrement, en décembre, il y a 7 maires qui ont perdu leur poste. Il y en a même 3 aussi qu'on a mis en prison. Maires des villes. Les maires des villes. Ouais. Et puis il y en a 3 qu'on a mis en prison. Donc ils ont ce qu'ils appellent le compte de performance. Même au niveau des préfectures, des préfets et tout, il y a des comptes de performance avec les populations. Et les populations leur demandent de rendre compte. Et vous avez des députés qu'on envoie régulièrement dans leur circonscription et qui passent de maison en maison pour voir comment les gens vivent. Et qui font des rapports. Ouais. Et vous avez, qui font des rapports pour qu'on puisse corriger. Les dysfonctionnements. Enfin, là, par exemple, enfin, dernièrement aussi, enfin, surtout pendant la journée de la femme, on a cité aussi le Rwanda en disant qu'au Rwanda, je crois que 60% des députés sont des femmes. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Bon. Là-bas également, si vous battez votre femme, si elle appelle simplement la police, vous êtes en prison. Ouais. Et les gens ont même dit aussi que c'est ce qu'on appelle. Et on parle souvent du miracle rwandais. Où se situe ce miracle?